Ma sœur a aidé mes parents à ruiner mon visage avec une crème éclaircissante illégale. J'ai fini par couper les ponts avec eux pour de bon. 2 ans plus tard, ma sœur est revenue, paniquée, en me suppliant de l'aider. Ma famille est sans doute la plus raciste que j'ai jamais connue. Chaque fois qu'on sortait en été, ma mère comptait combien de fois moi et ma sœur aînée étions sortis de l'ombre. Et en rentrant à la maison, chaque sortie équivalait à une gifle bien sentie. Pendant des années, notre routine matinale consistait à ce qu'elle nous enduise le corps de crème blanchissante bon marché achetée dans des magasins à bas prix. Plus notre peau paraissait claire, mieux elle nous traitait. Je me souviens d'avoir simplement voulu être une enfant normale. Mais ma sœur, elle, c'était la reine décolorée. Chaque nuit, elle mettait un réveil toutes les 2 heures pour perturber son sommeil au maximum. Comme ça, elle avait l'air constamment épuisée, donc plus pâle. Franchement, c'était insensé. Et au lieu que mes parents s'inquiètent pour sa santé, ils la traitaient comme une princesse. Robe somptueuse, bijoux hors de prix, tout ce qu'elle désirait, elle l'obtenait. Il est vite devenu évident qui était l'enfant parfaite. Et si je voulais qu'on m'aime, il fallait que je suive le même chemin. Mais moi, j'ai tout essayé pour faire autrement. J'avais des notes parfaites à l'école, je faisais le ménage du sol au plafond chaque week-end, je massais même les pieds de mes parents. Et à chaque fois, ils me disaient « Merci ma chérie, mais on aimerait que tu mettes autant d'efforts à devenir aussi belle et claire de peau que ta sœur. » Pour mes 16 ans, ils m'ont offert un produit décolorant pour cheveux, importé d'Afrique. J'ai passé la journée entière à pleurer dans ma chambre, la tête enfouie dans l'ours en peluche que j'avais eu chez Barnes & Noble. C'est alors que ma sœur est entrée et m'a prise dans ses bras. J'ai cru qu'elle allait me dire qu'elle serait toujours là pour moi, que peu importait la couleur de notre peau, on resterait sœurs et que c'était tout ce qui comptait. Mais non. Leila, je t'aime et je veux t'aider. Regarde-moi. Je l'ai fixé. Son corps amaigri, les cernes creusées sous ses yeux, les brûlures chimiques sur son cuir chevelu, à force de se lisser les cheveux. Si moi je peux être aussi belle, toi aussi tu peux. J'ai cru à une blague, mais l'éclat sincère dans ses yeux m'a prouvé qu'elle y croyait vraiment. Pour elle, se maltraiter de cette façon était la seule voie. Alors, j'ai commencé à porter un fond de teint 2 tons plus clair que ma carnation et à toujours cacher le reste de mon corps. Non pas parce que je détestais ma peau brune ou mes boucles naturelles, mais parce que je voulais rendre mes parents heureux. Après tout, ce sont eux qui m'ont mise au monde. 6 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme de l'Université de Floride. Quand est arrivé le dernier Thanksgiving, j'étais fière de moi. J'avais commencé à courir et passer tellement de temps dehors que j'avais appris à aimer ma beauté hondurienne naturelle. Et j'en étais fière. Mon petit ami, Carlos, l'adorait aussi. Il était moitié portoricain, moitié italien, et très au fait de ce qu'on appelle le racisme intériorisé. Mais comme il avait la peau claire, je pensais que tout se passerait bien avec mes parents. Jusqu'au moment où la réalité m'a frappée. On est arrivé chez mes parents, main dans la main. J'avais même mis un fond de teint un peu plus clair pour adoucir l'effet. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu une femme qui ressemblait à ma sœur, mais en version plus triste, plus blafarde et terriblement maigre. Mon cœur s'est brisé. Et je crois que le sien aussi, parce qu'elle a crié dès qu'elle nous a vus. « Dios mio, qu'est-ce que tu fais à notre lignée ?» Carlos a serré ma main, comme pour me dire « Ça va aller, on est ensemble là-dedans. » De mon côté, les larmes ont commencé à couler. « Ma chérie, qu'est-ce que tu t'es fait ?» Ma mère s'est précipitée pour défaire mon chignon et lisser mes cheveux avec ses doigts. Et c'est là qu'elle a vu Carlos. Sa bouche s'est ouverte si grand que j'ai cru qu'elle allait se disloquer. « Ah, tu as failli me faire croire que ce garçon était vraiment ton petit ami. Mais je comprends. Tu es jeune, tu t'amuses, c'est tout. » Elle a ensuite éclaté de rire comme si elle venait de raconter la blague du siècle. Mon père m'a alors attrapée par la main pour me faire entrer et a immédiatement tendu à ma sœur une nouvelle crème blanchissante pour qu'elle me l'applique sur le visage. Sauf que ce n'était pas celle qu'on utilisait quand j'étais enfant. Celle-là, elle brûlait. « Non, arrêtez, éloignez-vous de moi !» J'ai crié, en larmes. En quelques secondes, des cloques sont apparues sur mon visage et ma peau commençait déjà à peler pendant que je hurlais. Carlos a appelé l'hôpital. Je croyais que mes parents allaient enfin comprendre à quel point leur comportement était insensé. Mais non. Mon père a essayé d'arracher le téléphone des mains de Carlos en criant « La douleur, c'est la beauté. Notre mido sera magnifique. » Mon visage entier brûlait comme s'il avait été trempé dans du piment fort. Heureusement, les secours sont arrivés et quand les infirmiers m'ont prise en charge, mes sourcils avaient déjà été brûlés. Le lendemain matin, je me suis réveillée après une greffe de peau. Carlos me tenait la main, me regardait avec tendresse et me répétait que j'étais belle, jusqu'à ce que je regarde mon téléphone. Des dizaines de messages et d'appels manqués. Le premier message vocal était rempli de colère. Je faisais honte à la famille. Le deuxième était à peine voilé de menaces. Et au 10e, ma sœur me suppliait de ne pas porter plainte. « Ce sont nos parents », disait-elle dans le message. « Ils veulent juste notre bien. Reviens à la maison, on peut arranger ça. » Je n'en revenais pas qu'elle continue à les défendre après tout ce qui s'était passé. Sa voix sonnait creuse, résignée, comme quelqu'un qui avait cessé de se battre depuis longtemps. Carlos est resté à mes côtés pendant que j'écoutais les messages. L'inquiétude se lisait de plus en plus sur son visage. « Leila, m'a-t-il dit doucement, ce n'est pas normal. Ce qu'ils t'ont fait, c'est de la maltraitance. » Et ça l'a toujours été. Il m'a tenu la main, prenant soin de ne pas déranger la perfusion. Je savais qu'il avait raison, mais l'entendre le dire à voix haute a tout fait basculer en moi. Toutes ces années, j'ai cru que je devais mériter un amour qui aurait dû être inconditionnel. J'ai laissé mes parents me faire du mal, physiquement et mentalement.
parce que je pensais que c'était ça, la famille. J'ai normalisé leur cruauté, trouvé des excuses à leur violence, et je me suis blâmée de ne pas être celle qu'ils voulaient. Plus tard ce jour-là, l'assistante sociale de l'hôpital est venue. Elle m'a demandé ce qui s'était passé, et pour la première fois de ma vie, j'ai tout raconté, toute la vérité. Il y a une sorte de culpabilité étrange qui vient avec le fait de dénoncer ses propres parents, même quand ils t'ont littéralement brûlé le visage avec une crème blanchissante illégale. Carlos est resté à mes côtés tout le temps. Il m'a tenu la main pendant tous les interrogatoires, et il m'a apporté de la vraie nourriture, parce que la bouffe d'hôpital, soyons honnêtes, c'est pas fameux. Les infirmières l'appelaient toujours « mon mari », et aucun de nous deux ne les a corrigés. Ça faisait du bien, comme un aperçu d'un futur où j'aurais une vraie famille, une famille qui m'aime vraiment. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de mes parents et de ma sœur. À la fin, je l'ai simplement éteint. Les lyres me faisaient monter la tension, et les médecins disaient que ce n'était pas bon pour ma guérison. Ma mère alternait entre menaces et supplications pour que je rentre à la maison. Mon père envoyait des pavés sur la loyauté familiale et sur le fait que je trahissais mes racines en agissant ainsi. L'ironie de l'entendre parler d'héritage culturel alors qu'il avait tenté, littéralement, de l'effacer de ma peau, ne m'a pas échappé. Mais le pire, c'était les messages d'Elena, ma sœur. « Ils vont m'éloigner d'eux si tu fais ça », m'a-t-elle écrit. « S'il te plaît, Leila, j'ai besoin d'eux. Je ne sais pas comment vivre autrement. » Ce message-là m'a bouleversée, parce que je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Quand toute ton identité est construite autour du fait de satisfaire les autres, perdre cette structure, c'est terrifiant. J'ai été autorisée à quitter l'hôpital après 3 jours. Mon visage était encore entièrement bandé. Je ressemblais à une momie sortie d'un vieux film d'horreur à petit budget. Les médecins m'ont dit que j'aurais besoin de plusieurs mois de suivi pour m'assurer que les greffes de peau cicatrisaient correctement. Ils m'ont aussi prescrit une crème spéciale qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Heureusement que Carlos avait une bonne assurance. Elle a couvert presque tout. On est allé directement chez Carlos. Je ne pouvais pas affronter l'idée de retourner chez moi, avec la peur constante que mes parents débarquent à l'improviste. Ils vivaient dans un petit studio près du campus, avec des meubles dépareillés et une cuisine minuscule, où on tournait à peine sur soi-même. Mais c'était plus sûr que n'importe quel endroit où j'avais vécu jusque-là. Cette première nuit hors de l'hôpital, j'ai complètement craqué. Je parle de pleurs incontrôlables, le visage trempé, impossible de me calmer. Carlos m'a juste prise dans ses bras, sans rien dire, me laissant tout relâcher. Je n'arrêtais pas de répéter que j'aurais dû agir plus tôt, que j'aurais dû protéger Elena, que j'exagérais peut-être. Il m'écoutait simplement, m'essuyant doucement les larmes, en faisant attention à ne pas toucher les pansements. « Tu sais ce qu'il y a de plus fou ?» Je lui ai dit vers 3 heures du matin, alors qu'on n'arrivait toujours pas à dormir. Une partie de moi veut encore qu'il m'aime. C'est dingue, non? Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à la porte. Carlos est allé voir, pendant que je me cachais dans la chambre, paniqué à l'idée que ce soit mes parents. Mais ce n'était pas eux. C'était l'agent Ramirez, accompagné d'une policière que je ne connaissais pas encore. « Nous avons parlé avec vos parents », m'a dit Ramirez quand je suis finalement sortie. Ils affirment que c'était un malentendu, que vous avez fait une réaction allergique à un produit de beauté tout à fait normal. Je l'ai regardé sans dire un mot. Évidemment qu'ils diraient rien que ça. Ils passaient leur vie à masquer leurs abus derrière des excuses de ce genre. La nouvelle agente, Chen, m'a demandé si j'avais des preuves des anciens abus. Est-ce que j'avais pris des photos des marques? Est-ce que j'avais déjà signalé quoi que ce soit? Est-ce que je gardais les emballages des produits qu'ils m'avaient appliqués? Je n'avais rien de tout ça. Qui prend des photos de ses blessures quand on est enfant? Qui garde les bouteilles vides des produits qui font mal? J'ai commencé à paniquer, persuadée qu'on ne me croirait pas. Que comme toujours, mes parents allaient s'en sortir. Et puis Carlos a pris la parole. L'hôpital a fait une analyse chimique de ce qu'il y avait sur son visage. Ça prouve bien que ce n'était pas un simple cosmétique. L'agent Chen a hoché la tête et noté l'information. On va récupérer ce rapport. En attendant, on a mis en place une ordonnance d'éloignement temporaire. Vos parents ne peuvent pas vous contacter ni s'approcher de vous. Après leur départ, j'ai rallumé mon téléphone. 17 appels manqués de ma mère, 12 de mon père, 23 d'Elena et plein de messages. Le dernier d'Elena m'a glacé le sang. Ils disent que tu es instable mentalement, que tu inventes toujours des histoires pour attirer l'attention. Ils ont des photos de toi souriante à des réunions de famille. J'ai montré le message à Carlos. Ils vont tout retourner contre moi, j'ai dit. Ils vont me faire passer pour la folle. Carlos m'a alors suggéré de contacter toute personne qui aurait pu être témoin de ce que j'ai vécu. J'ai tout de suite pensé à mon ancienne voisine, Madame Patel. Parfois, elle me laissait me réfugier chez elle, quand les choses devenaient trop dures à la maison. Il y avait aussi Monsieur Thompson, mon conseiller au lycée. Une fois, il avait remarqué le maquillage que je portais pour camoufler les bleus, mais il n'avait pas insisté quand j'avais prétendu être tombée. J'ai passé les jours suivants à faire des appels tout en essayant de me remettre. La plupart des gens se souvenaient que quelque chose clochait dans ma famille, mais rien de suffisamment précis pour m'aider. Madame Patel avait déménagé en Arizona. Monsieur Thompson se rappelait vaguement s'être inquiété, mais il n'avait rien noté. Je commençais à perdre espoir. Quand j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'est Jasmine, de la fac. Carlos m'a donné ton numéro. J'ai des photos de notre première année, quand tu avais encore ces brûlures chimiques sur le cou. Dis-moi si ça peut servir. J'avais complètement oublié ces photos. Jasmine les avait prises lors d'une soirée dans notre résidence. Mon maquillage s'était effacé. J'avais été mortifiée à l'époque, je lui avais demandé de les supprimer. Mais visiblement, elle ne l'avait jamais fait.
Je l'ai appelée immédiatement et elle m'a promis de me les envoyer. Entre-temps, Carlos se montrait incroyable. Il avait réorganisé son emploi du temps pour m'emmener à mes rendez-vous médicaux, il cuisinait de vrais plats, bien mieux que les nouilles instantanées que je mangeais avant, et il ne se plaignait jamais du fait que son petit appartement débordait désormais de mes affaires. Un soir, je l'ai surpris en train de faire des recherches sur les soins post-brûlure chimique, pensant que je dormais. Une semaine après avoir déposé ma plainte, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Danielle. Elle se présentait comme intervenante pour les victimes au sein du bureau du procureur. Elle m'a expliqué qu'ils envisagèrent de poursuivre mes parents, mais qu'ils avaient besoin de plus d'informations. Nous avons les rapports de l'hôpital et l'analyse chimique, m'a-t-elle dit. La substance sur votre visage contenait de l'hydroquinone à des niveaux largement supérieurs à la limite légale et des composés au mercure, formellement interdits dans les cosmétiques aux États-Unis. Ça ne m'a pas étonnée. Mes parents ont toujours cherché les produits les plus forts, les plus dangereux, persuadés que ça les rendait plus efficaces. Mais ce qui m'a vraiment choquée, c'est quand Daniel a ajouté « Nous avons aussi une déclaration de votre sœur ». Mon cœur s'est arrêté. Elena avait témoigné contre nos parents. Il y a eu un silence au téléphone. Pas exactement. Elle soutient leur version. Elle dit que vous avez toujours été jalouse de sa relation avec eux et que vous inventez ces histoires pour attirer l'attention. J'ai raccroché et j'ai balancé mon téléphone à travers la pièce. Carlos, qui travaillait sur son ordinateur portable, s'est levé en sursaut et a accouru vers moi. J'ai raconté à Carlos ce que Daniel m'avait dit et il m'a juste serré dans ses bras pendant que je pleurais. Encore. J'en avais tellement marre de pleurer. Elle a peur, m'a dit Carlos. Elle vit toujours avec eux, non? Elle fait ce qu'elle peut pour survivre. Je savais qu'il avait raison, mais ça faisait quand même un mal fou. Elena avait tout vécu. Elle avait subi les mêmes violences que moi, parfois pire. Comment pouvait-elle les nier maintenant? Le lendemain, j'ai décidé de faire les choses autrement. J'ai appelé Elena au lieu de lui envoyer un message. À ma grande surprise, elle a décroché. « Leila, tu dois arrêter tout ça », a-t-elle dit aussitôt, à voix basse, comme si elle ne voulait pas qu'on l'entende. Ils sont vraiment en colère. Papa a cassé la table basse hier. Je l'ai jamais vu comme ça. J'ai pris une grande inspiration. Elena, ils nous ont fait du mal. Et ils continuent à t'en faire. Regarde-toi. C'est quand la dernière fois que tu as mangé un vrai repas? Ou dormi une nuit complète? Je vais bien, a-t-elle répliqué sèchement. Je suis belle. Tout le monde le dit. Tu t'effaces, ai-je murmuré. Chaque fois que je te vois, il reste un peu moins de toi. Elle laisse rester silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis elle a chuchoté. Je ne sais pas être autrement. Moi non plus, je lui ai dit. Mais j'apprends. Et toi aussi, tu peux. Elle a raccroché. J'ai essayé de la rappeler, mais je suis tombée directement sur la messagerie. Je lui ai laissé un message. Je lui ai dit que je l'aimais et qu'elle aurait toujours une place chez Carlos si elle en avait besoin. L'affaire contre mes parents avançait lentement. Il y avait des entretiens, de la paperasse, encore des entretiens. Le procureur avait décidé de les poursuivre pour coups et blessures, ainsi que mise en danger d'enfants, en se basant sur l'incident récent. Mais les années d'abus passés étaient plus difficiles à prouver. Daniel m'a expliqué que sans documents ni témoins, ce serait ma parole contre la leur. Carlos m'a suggéré d'écrire tout ce dont je me souvenais, avec le plus de détails possible. Même si ça ne sert pas pour le procès, m'a-t-il dit, ça peut t'aider à guérir. Alors j'ai acheté un carnet bon marché à la librairie du campus et j'ai commencé à y coucher mes souvenirs. Le jour où ma mère m'a giflé si fort que mon nez s'est mis à saigner, parce que j'avais joué sous les arroseurs chez une amie. Ce Noël où mon père a offert à Elena un collier en or et à moi une lotion éclaircissante. Toutes ces matinées où l'on me lissait les cheveux à en pleurer, pendant qu'on me disait que mes boucles naturelles étaient affreuses. Écrire, c'était comme percer un abcès. Ça faisait mal, mais il fallait que le poison sorte. Certaines nuits, je ne pouvais écrire qu'un paragraphe avant d'abandonner. D'autres fois, je remplissais des pages entières, jusqu'à ce qu'elles soient trempées de larmes. Environ 3 semaines après l'incident de Thanksgiving, j'ai reçu un appel inattendu. C'était ma tante Rosa, la sœur de ma mère, qui vivait à Miami. On n'avait jamais été proches. Elle avait déménagé en Floride quand j'étais petite, et on ne se voyait que lors des grandes réunions de famille. « Leila, je viens d'apprendre ce qui s'est passé », a-t-elle dit. Son accent était plus marqué que dans mes souvenirs. Ta mère m'a appelé en pleurant, en disant que tu racontais des choses horribles sur eux. Mon estomac s'est noué. Super. Maintenant, ils montaient toute la famille contre moi. Ce ne sont pas des mensonges, Tia. Ils m'ont maltraité pendant des années. Et Elena aussi. Il y a eu un silence. Puis tante Rosa a dit quelque chose qui a tout changé. Je sais. 2 petits mots. Mais ils m'ont percuté de plein fouet. Je m'en doutais, a-t-elle ajouté. Ta mère a toujours été obsédée par votre apparence. Vous ne jouiez jamais dehors comme les autres enfants. Je lui ai posé des questions une fois. Elle est devenue tellement agressive que je n'ai jamais osé insister. J'aurais dû faire plus. Je me suis effondrée sur le canapé de Carlos. Mes jambes ne me portaient plus. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Parce que je te crois, a-t-elle dit, et parce que j'ai trouvé quelque chose. Quand ta mère et moi étions enfants, notre grand-mère lui faisait subir la même chose. J'ai retrouvé de vieux journaux intimes de ta mère. Elle y parle du blanchiment de peau, de son obsession pour le modèle européen. Elle a vécu ça, elle aussi. Cette révélation n'excusait en rien ce que mes parents m'avaient fait, mais ça mettait un peu les choses en perspective. Le cycle de la violence avait commencé bien avant ma naissance. Ma mère avait intériorisé le racisme de sa propre grand-mère et l'avait transmis.
Tante Rosa m'a proposé de m'envoyer les journaux et de témoigner si besoin. Elle m'a aussi dit que je pouvais venir vivre avec elle à Miami si j'avais besoin de m'éloigner davantage. Je l'ai remerciée, mais je lui ai dit que je préférais rester avec Carlos pour le moment. Le lendemain, j'avais un nouveau rendez-vous chez la dermatologue. Elle semblait satisfaite de l'évolution de ma peau. Les rougeurs diminuaient, la nouvelle peau se formait bien. Il y aurait quelques cicatrices, mais moins que prévu. « Vous avez eu de la chance », m'a-t-elle dit en m'examinant. Ça aurait pu être bien pire. En sortant de la clinique, j'ai aperçu une silhouette familière sur le parking. Elena. Elle était appuyée contre une voiture, encore plus amaigrie que la dernière fois. Quand elle nous a vus, elle s'est redressée et s'est approchée timidement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, surprise. « J'ai suivi la voiture de maman quand elle est allée faire les courses », a-t-elle dit. « Je savais que tu avais un rendez-vous aujourd'hui. C'était noté sur le calendrier à la maison. » Carlos restait légèrement en retrait, présent, protecteur, mais laissant de l'espace pour qu'on puisse parler. Elena le regardait nerveusement, puis s'est tournée vers moi. « J'ai repensé à ce que tu m'as dit », a-t-elle murmuré, à propos du fait de disparaître. Ce matin, je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas reconnue. J'ai voulu la prendre dans mes bras, mais elle a reculé. « Elena, tu peux te faire aider. Tu peux partir, comme moi. » Elle a secoué la tête frénétiquement. « Je ne peux pas. Il me surveille tout le temps maintenant. Papa m'a pris mon téléphone. J'utilise celui de maman pendant qu'elle est au magasin. » Elle regardait derrière elle, inquiète. « Je n'ai nulle part où aller. Tu peux venir chez nous, » a dit Carlos immédiatement. « On fera de la place. » Elena la regardait comme s'il parlait une autre langue. L'idée que quelqu'un puisse l'aider sans rien attendre en retour semblait l'ahurir. « Pourquoi tu ferais ça? Tu ne me connais même pas. Tu es la sœur de Leila, » a-t-il simplement répondu. « Et pour moi, ça suffit. » Elle allait répondre quand le téléphone a vibré. Elle l'a regardé et son visage s'est figé. Maman a fini ses courses. Je dois y aller. Elle s'est tournée pour partir, puis s'est arrêtée. Elle m'a tendu une petite clé USB. J'ai trouvé ça dans le bureau de papa. Ce sont leurs relevés financiers. Il commande ses crèmes éclaircissantes depuis des années. Tout y est. Les paiements, les infos d'expédition. J'ai pris la clé, abasourdie. Elena, ça peut vraiment aider dans le dossier. Je sais, a-t-elle dit. C'est pour ça que je l'ai prise. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est retournée. Je vais essayer de venir chez toi demain. Envoie-moi l'adresse. On l'a regardé traverser le parking à toute vitesse. Carlos m'a serré la main. Elle est plus forte qu'elle ne le croit. Nous le sommes toutes les deux, ai-je répondu. Ce soir-là, on a exploré les fichiers de la clé USB. Elena avait raison. Il y avait des années de factures détaillées, montrant des achats réguliers de produits éclaircissants interdits, commandés auprès de fournisseurs en Afrique et en Asie. Certains des ingrédients listés sur les fichiers étaient effrayants. Composés au mercure, hydroquinone à haute concentration, et même quelque chose appelé propionate de clobétasol. Une simple recherche m'a appris que c'était un stéroïde puissant, uniquement délivré sur ordonnance, jamais destiné à un usage prolongé, et certainement pas sur le visage. J'ai immédiatement appelé Danielle pour lui parler de cette nouvelle preuve. Elle semblait enthousiaste, disant que cela pourrait considérablement renforcer le dossier. Elle a organisé un rendez-vous pour que je lui apporte la clé USB dès le lendemain matin. Mais j'étais nerveuse à l'idée qu'Elena vienne chez Carlos. Et si nos parents la suivaient? Et si elle changeait d'avis à la dernière minute? Carlos m'a proposé qu'on range un peu l'appartement et qu'on s'assure d'avoir des choses qu'elle aimerait manger. Je me suis souvenu qu'elle adorait les quesadillas avant de commencer à restreindre drastiquement son alimentation. Alors on a acheté tout ce qu'il fallait. Le lendemain est passé sans aucun signe d'Elena. J'ai envoyé un texto au numéro depuis lequel elle m'avait appelé, mais je n'ai eu aucune réponse. Le soir venu, je tournais en rond dans l'appartement de Carlos, convaincue qu'il lui était arrivé quelque chose. Peut-être qu'elle n'a pas pu s'échapper, a suggéré Carlos. Ou peut-être qu'elle a trop peur. On s'apprêtait à dîner sans elle, résignée, quand on a entendu frapper doucement à la porte. Carlos a regardé par le judas, puis a vite ouvert. Elena était là, serrant un petit sac contre sa poitrine. Son visage était encore plus pâle que d'habitude. « Ils savent que j'ai pris la clé USB », dit-elle dès qu'elle entra. Papa la cherchait partout. Quand il ne l'a pas trouvée, il a hurlé sur maman, pensant qu'elle l'avait déplacée. Je suis partie pendant qu'ils se disputaient. Je l'ai prise dans mes bras. Et cette fois, elle ne s'est pas reculée. Elle semblait si fragile, comme un oiseau aux os creux. « Ah, tu es en sécurité maintenant », lui ai-je dit, même si, au fond, je n'en étais pas totalement certaine. Carlos a préparé des quesadillas pendant que j'aidais Elena à s'installer. On n'avait pas beaucoup de place, mais on avait dégagé un coin du salon pour y installer un matelas gonflable avec des draps propres et une couverture. Elena regardait cet espace simple comme si c'était une suite d'hôtels. « Je n'ai pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis des années », avoua-t-elle en s'asseyant au bord du matelas. Maman disait que les jolies filles n'avaient pas besoin de beaucoup dormir. Cette nuit, tu peux dormir autant que tu veux, je lui ai répondu. Pas de réveil. On a dîné ensemble, et j'ai remarqué qu'Elena prenait de toutes petites bouchées, qu'elle déplaçait la nourriture sur son assiette pour faire croire qu'elle mangeait plus qu'en réalité. Je n'ai rien dit. La guérison prend du temps. Après le repas, elle a pris une douche. Quand elle est sortie, portant l'un des t-shirts de Carlos qui lui tombait comme une robe, j'ai vu des bleus sur ses bras qui n'étaient pas visibles avant. « Ils t'ont fait du mal quand ils ont découvert que tu avais pris la clé ?» ai-je demandé, en essayant de rester calme. Elena regarda ses bras comme si elle voyait les marques pour la première fois. « Papa m'a attrapée. Il fait ça quand il est en colère. » Elle l'a dit comme on commente la météo.
J'ai pris des photos de ses blessures avec mon téléphone. Encore des preuves. Puis je l'ai aidé à mettre un peu de ma crème cicatrisante sur les bleus. On s'est assises ensemble sur le matelas, sans trop savoir quoi dire. « Je suis désolée », ai-je murmuré. « Tu ne mentais pas », a-t-elle soufflé. « J'avais peur, je sais. Tu n'as pas à t'excuser. » Elle s'est endormie rapidement, rattrapée par l'épuisement. Je l'ai couverte avec une couverture supplémentaire, puis j'ai rejoint Carlos dans sa chambre. On a parlé à voix basse de la suite. Avoir Elena avec nous changeait la donne. Il fallait la protéger aussi, désormais. Le lendemain matin, j'ai rappelé Danielle pour la tenir au courant. Elle m'a suggéré d'emmener Elena pour qu'elle puisse faire sa propre déposition, maintenant qu'elle n'était plus sous l'emprise de nos parents. Elena a accepté, même si elle était visiblement terrifiée. « Et s'ils ne me croient pas, eux non plus ?» demanda-t-elle pendant qu'on roulait vers le bureau du procureur. « Et s'ils pensent moi que j'invente tout ça? Les bleus parlent pour toi, lui ai-je répondu. Et maintenant, on a aussi les relevés financiers. » Son entretien a duré plus de 2 heures. Carlos et moi avons attendu à l'extérieur, silencieux. Quand elle est sortie, ses yeux étaient rouges de larmes, mais son visage semblait plus léger, comme si elle venait enfin de poser un sac trop lourd qu'elle portait depuis des années. « Ils me croient, » a-t-elle dit, stupéfaite. « Ils vont ajouter des accusations pour ce qu'ils m'ont fait, à moi aussi. » Daniel est venu ensuite et nous a expliqué qu'avec la déclaration d'Elena et les fichiers financiers, le dossier était bien plus solide. Ils allaient ajouter des chefs d'accusation pour maltraitance sur enfants, mise en danger, coups et blessures, ainsi que des infractions liées à l'importation de substances interdites. « On va bientôt demander une date d'audience, » a-t-elle dit. « Vous devrez probablement témoigner toutes les deux. » L'idée d'affronter nos parents au tribunal me donnait la nausée, mais j'ai hoché la tête. « On sera prête. » Cet après-midi-là, l'agent Ramirez nous a appelés. Nos parents avaient été arrêtés. Ils étaient en détention provisoire, avec une caution fixée à un montant suffisamment élevé pour les empêcher de sortir immédiatement. La nouvelle aurait dû me soulager. Mais à la place, je me suis sentie vide. Elena, elle, a réagi différemment. Quand je lui ai annoncé, elle s'est effondrée en larmes. Pas de tristesse, un mélange de soulagement et d'incrédulité. « C'est vraiment fini ?» n'arrêtait-elle pas de répéter. « Ils ne peuvent plus me forcer à rentrer. C'est vraiment fini ?» « Oui, ai-je confirmé, la serrant dans mes bras. C'est fini. » Les semaines suivantes furent un tourbillon. Réunions juridiques, séances de thérapie que Daniel avait organisées pour nous deux et ajustements à notre nouvelle vie. L'appartement de Carlos, minuscule, était maintenant occupé par 3 personnes, mais on s'en sortait. Elena dormait sur le matelas, moi sur le canapé, et Carlos gardait son lit. Il ne s'est jamais plaint. Pas même quand Elena faisait des cauchemars qui réveillaient tout le monde, ni quand j'ai accidentellement utilisé sa brosse à dents. L'état de santé d'Elena était inquiétant. Des années de privation de sommeil et de troubles alimentaires avaient laissé des traces. On a trouvé un médecin spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Elle a commencé à le voir 2 fois par semaine. La première fois qu'elle a mangé un repas complet, sans compter les calories, ni regarder la couleur de sa peau, elle a fondu en larmes. De mon côté, mon visage continuait de cicatriser. La dermatologue était satisfaite des progrès, mais elle m'a averti, je devais absolument éviter le soleil sur les zones de peau greffées. L'ironie me frappa de plein fouet. Après des années à être punie pour m'être exposée au soleil, j'avais maintenant une vraie raison médicale de l'éviter. Nos parents ont fini par être libérés sous caution, avec l'interdiction formelle de nous contacter. Évidemment, ils ont enfreint cette règle immédiatement. Ils ont envoyé des emails depuis de nouveaux comptes, demandé à des amis de nous appeler pour passer des messages. Daniel nous a aidés à tout documenter en disant que chaque violation renforcerait davantage le dossier. Noël est arrivé. C'était la première fois que je passais les fêtes sans mes parents. Il y avait un peu de tristesse, bien sûr, mais aussi un immense sentiment de liberté. La famille de Carlos nous avait invités pour leur célébration. Sa mère avait préparé des plats portoricains traditionnels qui me rappelaient ceux que ma grand-mère cuisinait autrefois, avant de nous quitter. Ce jour-là, Elena a mangé plus que je ne l'avais vue manger en plusieurs années. En janvier, on a reçu la notification. Le procès était fixé pour mars. À mesure que la date approchait, mon anxiété montait en flèche. Je faisais des crises de panique, parfois je me réveillais en suffoquant, persuadée d'être de retour chez mes parents, le visage brûlé par des produits chimiques. Carlos a proposé qu'on essaie quelque chose de nouveau pour gérer le stress. Il nous a inscrites à un cours de peinture au centre communautaire. J'étais nulle. Mes arbres ressemblaient à des taches vertes, et mes couchers de soleil à du jus d'orange renversé. Mais c'était amusant. Et pendant ces 2 heures chaque semaine, je ne pensais ni au procès, ni à mes parents, ni aux cicatrices sur mon visage. Elena, elle, s'est révélée étonnamment douée. Son premier paysage était vraiment joli, avec des montagnes crédibles et un ciel en perspective. L'instructeur a complimenté son travail et j'ai vu le visage de ma sœur s'illuminer d'une vraie fierté, peut-être pour la première fois de sa vie. Je ne savais pas que je pouvais créer quelque chose de beau, au lieu de juste essayer d'être belle, m'a-t-elle confié ensuite. En février, un développement inattendu est survenu. Tante Rosa nous a appelés pour dire qu'elle avait parlé à d'autres membres de la famille de ce qui s'était passé. À ma grande surprise, plusieurs cousins et une autre tante se sont manifestés avec leurs propres récits sur le
comportement de mes parents. Ils avaient remarqué des choses au fil des années. L'obsession de nos parents pour notre apparence, la façon dont on sursautait quand ils levaient la main, notre refus de porter des manches courtes même en plein été. Ils sont prêts à témoigner, nous a dit tante Rosa. Ils auraient dû parler plus tôt, mais ils essaient de faire ce qui est juste maintenant. Ces témoignages supplémentaires ont encore renforcé notre dossier. Danielle semblait de plus en plus confiante sur l'issue du procès, même si elle nous rappelait que les tribunaux peuvent être imprévisibles. À mesure que mars approchait, Elena progressait à vue d'œil. Elle avait repris du poids et ses cheveux paraissaient moins cassants. Elle avait encore du mal à dormir, préférant peindre tard le soir plutôt que de mettre un réveil pour se réveiller régulièrement, comme elle l'avait fait pendant des années. Mais c'était un pas dans la bonne direction. Moi aussi, je guérissais, physiquement et mentalement. Les cicatrices sur mon visage s'estompaient, même si elles ne disparaîtraient jamais complètement. J'avais recommencé à porter mes cheveux naturels, assumant enfin mes boucles, celles qu'on m'avait appris à détester. Carlos disait que ça m'allait bien, et je commençais à le croire. Une semaine avant le procès, on a reçu une visite inattendue. La sœur de notre père, tante Lucia, est venue à l'improviste chez Carlos. Il était au travail, donc il n'y avait que moi et Elena à la maison quand elle a frappé. « Tes parents m'envoient », dit-elle dès que nous avons ouvert. « Ils veulent te faire un arrangement. » Elena a commencé à refermer la porte, mais tante Lucia a glissé son pied pour l'empêcher. « Écoutez-moi juste. Ils sont prêts à plaider coupable pour des charges réduites si vous acceptez de ne pas témoigner. Ils paieront tes frais médicaux, Leila, et vous laisseront toutes les deux tranquilles ensuite. » J'ai regardé Elena. Son visage avait perdu toutes ses couleurs. « On doit en discuter, ai-je dit à tante Lucia. Revenez demain. » Dès qu'elle est partie, on a appelé Danielle. Elle nous a fortement déconseillé d'accepter quoi que ce soit sans qu'elle soit présente. Elle est venue chez nous ce soir-là pour en discuter. « Vos parents sont probablement inquiets à l'approche du procès », nous a-t-elle expliqué. « Les preuves sont solides. Ils essaient de limiter les conséquences. » « Et si on acceptait ?» a demandé Elena. « Est-ce qu'ils iraient quand même en prison ?»« Probablement pas », a admis Daniel. « Avec des charges réduites, ils risquent juste de la probation, des travaux d'intérêt général, peut-être une amende. » Je repensais à tout ce qu'ils nous avaient fait subir. La douleur physique, les cicatrices psychologiques, les années à nous apprendre à nous haïr nous-mêmes. « Ce n'est pas suffisant », ai-je dit. « C'est votre décision », nous a rappelé Daniel. Mais souvenez-vous, témoigner, c'est aussi revivre ces moments. C'est être interrogé, remise en question. C'est éprouvant. Elena et moi avons veillé tard cette nuit-là à en discuter. Une partie de moi voulait accepter l'accord, juste pour ne pas avoir à les revoir, pour tourner la page. Mais une autre partie voulait qu'ils assument vraiment leurs actes. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» lui ai-je demandé, vers minuit. Elle a réfléchi longtemps avant de répondre. « Je veux qu'ils sachent qu'ils ne nous ont pas détruites. Je veux les regarder dans les yeux et raconter mon histoire. » Le lendemain, quand tante Lucia est revenue, on lui a donné notre réponse. Pas d'accord. On allait témoigner. La semaine précédant le procès était tendue. Je dormais mal. Même Carlos semblait nerveux. Elena se réfugiait dans la peinture, créant des images sombres et tourbillonnantes qui reflétaient exactement ce que je ressentais. La veille du procès, Carlos nous a préparé un dîner spécial. Il avait cuisiné la recette d'aro qu'on gandule de sa grand-mère et avait même acheté du cidre pétillant pour qu'on puisse porter un toast. « Peu importe ce qui se passe demain, » a-t-il dit en levant son verre, « vous êtes les deux personnes les plus courageuses que je connaisse. Et quoi qu'il arrive, on affrontera ça ensemble. » J'ai regardé ma sœur en face de moi, Carlos à mes côtés, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Quoi qu'il arrive au tribunal, on avait déjà gagné quelque chose d'essentiel. On avait brisé le cycle, on avait retrouvé nos voix, on avait commencé à guérir. Quand on a fait teinter nos verres, je savais que ce procès serait l'une des choses les plus difficiles que j'aurais jamais à faire. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seule. Le matin du procès est arrivé avec un orage de printemps. La pluie battait contre les vitres pendant qu'on s'habillait avec les plus beaux vêtements qu'on possédait. Carlos portait une chemise et une cravate. Moi, une robe bleue simple qui laissait apparaître ma vraie carnation. Elena avait choisi une robe jaune qui la faisait paraître plus jeune, plus vulnérable, mais aussi plus forte. On a roulé jusqu'au tribunal en silence, chacun perdu dans ses pensées. En arrivant sur le parking, j'ai aperçu nos parents marchant vers l'entrée, blottis sous un grand parapluie noir. Ma mère portait un chapeau tiré bas sur le visage, comme pour se cacher. Mon père marchait droit, raide comme un piquet. « Prête ?» a demandé Carlos en coupant le moteur. J'ai regardé Elena, qui a hoché la tête. « Aussi prête qu'on pourra l'être », ai-je répondu. On est entrés ensemble dans le tribunal, prêtes à raconter notre histoire, prêtes à affronter le passé, pour enfin avancer vers notre avenir. J'avais l'impression que j'allais vomir. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les fourrer dans mes poches pour ne pas que ça se voie. Carlos me gardait sous son bras. Elena, elle, ne me lâchait pas non plus. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Rien à voir avec les scènes télé. Juste une pièce banale avec des bancs en bois, une lumière blanche agressive et le pupitre du juge au fond. Nos parents étaient déjà assis de l'autre côté, accompagnés d'un avocat élégant dans un costume hors de prix. Ma mère avait les cheveux tirés en arrière et portait bien plus de maquillage que d'habitude, probablement pour cacher à quel point elle était stressée. Mon père, lui, fixait droit devant lui, sans même nous regarder. Je ne savais pas s'il nous ignorait délibérément ou s'il n'arrivait tout simplement pas à nous faire face. Daniel est venu à notre table pour revoir quelques derniers détails. « Souviens-toi », me dit-elle, « dis simplement la vérité. Ne te laisse pas déstabiliser par leur avocat.
Le juge est entré et tout le monde s'est levé. C'était un homme blanc plus âgé, avec de grosses lunettes et un air sévère. Il a expliqué les charges et la procédure, mais franchement, j'étais tellement nerveuse que je n'ai quasiment rien entendu. Je ne cessais de fixer mes parents, en me demandant comment des gens censés m'aimer inconditionnellement avaient pu me faire autant de mal. Ma mère a témoigné la première. Assise dans le box des témoins, elle avait l'air toute douce et innocente, parlant de ses intentions bienveillantes. Dans notre culture, avoir la peau claire ouvre des portes, disait-elle avec un faux sourire triste. Je voulais simplement qu'elle réussisse. Quand leur avocat lui a demandé si elle avait eu l'intention de nous blesser, elle a feint l'indignation. Bien sûr que non. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Le produit qui a provoqué la réaction de Leila, c'était juste une nouvelle marque qu'on testait. Comment aurais-je pu savoir qu'elle y serait allergique? Mais quand Daniel a commencé son contre-interrogatoire, les choses ont changé. Elle a présenté les relevés financiers qu'Elena avait trouvés, prouvant des années d'importation de produits éclaircissants interdits. Madame Mendez, pouvez-vous expliquer pourquoi vous importiez des substances chimiques interdites aux États-Unis en raison de leur toxicité? Le visage de ma mère a changé. Son sourire artificiel s'est effacé et elle a commencé à bafouiller. Ils sont plus efficaces que les produits américains, même s'ils contiennent du mercure et d'autres substances dangereuses, insista Daniel. La beauté demande des sacrifices, répondit ma mère. Et là, je jure que toute la salle d'audience est devenue silencieuse. Comme si, pour la première fois, elle avait dit à voix haute ce qu'elle pensait vraiment. Le témoignage de mon père n'a pas été beaucoup mieux. Il a tenté de jouer le rôle du père strict mais aimant, disant qu'il voulait simplement que ses filles aient une vie meilleure que la sienne. Mais lorsque Daniel a montré les photos de mes brûlures chimiques et des ecchymoses d'Elena, il n'a pas su comment les justifier. Le pire, c'est quand leur avocat a essayé de faire de moi le problème. Il a évoqué certaines choses que j'avais faites à l'adolescence. Rentrer tard, me disputer avec mes parents, des choses normales, mais qu'il présentait comme des preuves de rébellion. N'est-il pas vrai que vous avez toujours été jalouse de la beauté naturelle de votre sœur? M'a-t-il demandé pendant ma déposition. J'ai failli éclater de rire. Non, ai-je répondu. J'ai toujours été jalouse du fait qu'elle était prête à se détruire pour mériter l'amour de nos parents. Moi, je n'y arrivais pas. Ça l'a fait taire, au moins pour un instant. Témoigner fut plus difficile que je ne l'avais imaginé. J'ai dû décrire en détail tout ce qu'il nous avait fait subir au fil des années. Les gifles pour s'être exposés au soleil, les séances de blanchiment, les critiques incessantes sur nos traits naturels. À chaque exemple, je voyais le visage du juge se crisper un peu plus. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé à Thanksgiving, les larmes ont coulé. Ils m'ont maintenu au sol et m'ont appliqué des produits qui m'ont brûlé les sourcils et causé des brûlures au second degré, ai-je dit. Et pendant que je hurlais de douleur, ils empêchèrent mon petit ami d'appeler les secours. La défense a tenté de faire croire que j'exagérais. Mais les rapports médicaux et les photos validaient tout ce que je disais. Le témoignage d'Elena a été encore plus puissant. Si frêle et mince dans le box, sa voix à peine audible au début, mais elle s'est affirmée en parlant. Elle a évoqué les privations de sommeil, la faim, la pression constante pour être plus blanche, plus lisse, moins hispanique. Je croyais que c'était normal, dit-elle. Je pensais que tous les parents élevaient leurs enfants comme ça. Ce n'est que quand j'ai vu Leila guérir en s'éloignant d'eux que j'ai compris qu'ils nous faisaient du mal. Quand Elena a raconté que notre père l'avait saisie violemment après avoir découvert la disparition des documents financiers, j'ai vu ma mère sursauter. Peut-être qu'elle ne savait pas, ou peut-être qu'elle craignait l'effet que ça aurait sur le juge. Le procès a duré 3 jours. À la fin, j'étais émotionnellement vidée. Carlos avait pris congé pour être là à chaque instant, et je n'aurais pas tenu sans lui. Il nous apportait des encas pendant les pauses, me serrait la main pendant les moments difficiles, et me rappelait sans cesse pourquoi on faisait tout ça. Le dernier jour, on a entendu les plaidoiries. L'avocat de la défense a tenté de présenter nos parents comme de simples immigrants bien intentionnés qui voulaient que leurs filles s'intègrent à la culture américaine. Peut-être que leur méthode était maladroite, a-t-il concédé, mais leurs intentions étaient bonnes. Danielle, elle, a été bien plus directe. Cette affaire ne concerne pas les différences culturelles. Elle concerne 2 parents qui ont abusé de leurs filles, physiquement et psychologiquement, pendant des années. Ils ont importé des produits toxiques illégaux pour les appliquer sur leur peau et leurs cheveux. Ils les ont punis pour leur apparence naturelle. Ils ont créé un environnement où ces enfants pensaient que leur valeur dépendait uniquement de leur apparence blanchie. Elle a brandi à nouveau les photos de mes brûlures. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la maltraitance, pure et simple. Quand le juge a annoncé qu'il allait rendre son verdict, j'ai serré la main d'Elena si fort que j'ai sûrement coupé sa circulation. Carlos a passé un bras autour de nous deux. Dans l'affaire État contre Mendez, déclara le juge, je déclare les prévenus coupables sur tous les chefs d'accusation. J'ai éclaté en sanglots. Pas de tristesse, de soulagement. Elena pleurait aussi, tout son corps secoué. Carlos nous tenait contre lui, les yeux brillants d'émotion. Le juge a condamné nos parents à 3 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois, suivi de 5 ans de mise à l'épreuve. Il devait également payer tous nos frais médicaux et suivre une thérapie obligatoire. Une ordonnance d'éloignement resterait en vigueur. Ils ne pourraient plus nous contacter sans notre accord explicite. Alors que l'huissier les emmenait, ma mère a jeté un dernier regard en arrière. J'ai cru y voir un éclair de regret. Mais elle s'est aussitôt détournée, le dos raide de fierté, ou de colère, je ne saurais dire. Devant le tribunal, des journalistes nous attendaient.
Apparemment, l'affaire avait attiré l'attention locale en raison de la nature peu commune des faits. Daniel nous a aidés à les éviter sans faire de déclaration. On n'était pas prête à parler publiquement. Pas encore. Ce soir-là, on a fêté ça discrètement chez Carlos. Rien de grandiose, juste des pizzas et de la glace. Mais c'était, de loin, le repas le plus important de ma vie. Ce soir-là, Elena a mangé une part entière de pizza, sans compter les calories, sans se soucier de l'effet que ça aurait sur son apparence. Moi, je portais mes boucles naturelles et un débardeur qui laissait voir ma peau brune. De petites victoires, mais elles signifiaient tout. Et maintenant, a demandé Elena, alors qu'on était assises dans le salon. Ce qu'on veut, ai-je répondu. Et pour la première fois de ma vie, c'était vrai. Les mois suivants ont été une période d'adaptation. Le procès derrière nous, il fallait découvrir à quoi ressemblerait notre nouvelle normalité. L'appartement de Carlos était trop petit pour vivre à 3 sur le long terme. Alors on a commencé à chercher un logement plus grand. Elena a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de fournitures d'art, ce qui a boosté sa confiance. Moi, je me suis concentrée sur mon dernier semestre à l'université. Nous avons continué nos séances de thérapie. Certaines journées étaient plus dures que d'autres. Je faisais encore des cauchemars à propos de Thanksgiving. Elena luttait avec son image corporelle et ses habitudes alimentaires. Mais on avançait, lentement, mais sûrement. Une belle surprise a été le lien qui s'est renforcé avec Tante Rosa. Elle était venue nous voir depuis Miami plusieurs fois et nous a même proposé une aide financière si nécessaire. « J'aurais dû faire plus quand vous étiez enfant », nous a-t-elle dit. « Laissez-moi vous aider maintenant. » Avec son aide et nos économies, nous avons trouvé un petit appartement de 2 chambres, près du campus. Carlos nous a aidés à déménager, bien qu'il ait gardé son propre appartement. « Vous avez besoin de votre espace », disait-il. Mais il passait tellement de temps chez nous qu'on aurait dit qu'il vivait là aussi. Environ 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle avait été filtrée par son conseiller pénitentiaire, qui avait ajouté une note expliquant que cela faisait partie de son processus de réhabilitation, mais que nous n'avions aucune obligation de répondre. J'ai gardé cette enveloppe fermée pendant 3 jours, avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une seule page, couverte de son écriture soignée. « Leila, je t'écris pour te dire que je suis désolée. Le conseiller ici m'aide à comprendre ce que je t'ai fait, et à Elena aussi. J'ai été élevée de la même façon par ma grand-mère, mais cela n'excuse rien. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je comprendrai si ce n'est pas le cas. » Il y avait plus, mais le reste était semblable. Des excuses mêlées d'explications qui ressemblaient trop à des justifications. Je l'ai montré à Elena qui l'a lu en silence, puis me l'a rendu. « Tu la crois ?» a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle commence à comprendre. Ou peut-être qu'elle écrit juste ce que son conseiller veut lire. Tu vas répondre ? J'y ai réfléchi longtemps. Pas encore. Peut-être un jour. Mais je ne suis pas prête. Elena a hoché la tête. Moi non plus. On n'a jamais eu de nouvelles de notre père. D'après Tante Rosa, qui lui a rendu visite une fois en prison, il était toujours en colère, sans aucun remords. Il me tenait responsable d'avoir retourné Elena contre eux et d'avoir détruit la famille. Je n'étais pas surprise, mais ça faisait toujours mal. La vie a continué. J'ai obtenu mon diplôme en psychologie, en partie inspiré par mon vécu, avec l'envie d'aider d'autres personnes confrontées à des traumatismes familiaux. Elena a commencé à suivre des cours au collège communautaire, se spécialisant en art-thérapie. Elle était encore fragile, à certains égards, mais chaque jour plus forte. Carlos et moi sommes devenus plus sérieux. Il m'a demandé en mariage le jour de mon anniversaire, presque exactement 1 an après Thanksgiving. Rien de grandiose, juste une question simple pendant qu'on se promenait dans les jardins botaniques du campus. J'ai dit oui, immédiatement. On a décidé de rester fiancés un bon moment, le temps de bâtir nos carrières avant de nous marier. 2 ans après le procès, nos parents ont été libérés en conditionnel. Daniel nous a appelés pour nous en informer, nous rassurant sur le fait que l'ordonnance d'éloignement restait en vigueur et que leur agent de probation était au courant de notre situation. J'ai fait une crise d'angoisse cette nuit-là, terrorisée à l'idée qu'ils se présentent à notre porte. Carlos est resté dormir chez nous, sur le canapé, pour qu'on se sente plus en sécurité, mais ils ne sont jamais venus. D'après Tante Rosa, ils avaient déménagé dans une autre région de l'État. Ma mère a envoyé quelques autres lettres au fil des années, chacune un peu plus sincère que la précédente. J'ai fini par répondre, une seule fois. Un petit mot pour lui dire que j'allais bien, mais que je n'étais pas prête à renouer le contact. Elena, elle, n'a jamais répondu. 3 ans après le procès, Carlos et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans un parc local. Elena était ma demoiselle d'honneur, rayonnante dans une robe qui mettait en valeur sa peau naturelle et son sourire retrouvé. Tante Rosa est venue de Miami, accompagnée de plusieurs cousins qui avaient témoigné pour notre affaire. La famille de Carlos, bruyante, chaleureuse et immense, nous a accueillis comme si nous avions toujours fait partie de leur monde. Sa mère nous traitait, Elena et moi, comme ses propres filles. Nous n'avons pas invité nos parents. J'y ai pensé. J'en ai même parlé avec ma thérapeute. Mais au final, j'ai décidé que je n'étais pas prête à les voir en face. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Ce mariage, c'était tout ce dont j'avais rêvé enfant. Non pas parce que c'était luxueux, mais parce que j'étais entourée de personnes qui m'aimaient pour qui j'étais, pas pour ceux à quoi je ressemblais. Je portais mes boucles naturelles, décorées de petites fleurs blanches. Mon maquillage était minimal. Ma peau, avec ses cicatrices visibles si on regardait bien, brillait sans artifice. Je ne les cachais pas. Elles faisaient partie de mon histoire. Elena a attrapé le bouquet, rougissant quand le cousin de Carlos, Ralph, lui a aussitôt demandé de danser. Ils tournaient autour l'un de l'autre depuis des mois, trop timides pour faire le premier pas. C'était beau de la voir s'ouvrir à l'idée d'une romance. Elle avait été tellement concentrée sur sa guérison
qu'elle n'avait pas eu de relation depuis qu'on avait quitté nos parents. Quand Carlos et moi avons ouvert le bal, je regardais autour de moi la vie qu'on avait construite. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des défis, des mauvais jours. Mais c'était vrai, c'était honnête, c'était à nous. À quoi tu penses ? M'a demandé Carlos en voyant mon air songeur, à tout ce chemin parcouru. Il y a 3 ans, j'étais à l'hôpital avec des brûlures chimiques, et Elena s'affamait pour plaire à nos parents. Regarde-nous maintenant. Il a souri, me faisant tourner doucement. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu le sais ? J'ai ri. Je ne me sens pas forte, la plupart du temps. C'est ça ta force, a-t-il dit. Tu continues malgré tout. Après le mariage, la vie a repris son cours. Carlos et moi avons acheté une petite maison avec un jardin. J'adorais mettre les mains dans la terre, sentir le soleil sur ma peau sans avoir à compter les minutes avant d'être punie. Elena a emménagé dans son propre appartement, près du collège communautaire où elle enseigne désormais des cours d'art. Elle suit encore une thérapie, travaille toujours sur son rapport au corps et à l'alimentation, mais elle s'épanouit d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Le 5e anniversaire de l'incident de Thanksgiving, j'ai reçu une autre lettre de ma mère. Celle-là était différente. Pas d'excuses, pas de justification. Juste une reconnaissance claire du mal qu'il nous avait fait et une demande. Si un jour vous êtes prête, j'aimerais vous revoir, toi et Elena, selon vos conditions, dans un lieu où vous vous sentirez en sécurité. Je comprendrai si la réponse est non. J'ai montré la lettre à Elena pendant notre dîner hebdomadaire entre sœurs. Elle l'a lue attentivement, le visage impassible. « Qu'est-ce que tu en penses ?» ai-je demandé. Elle a poussé un long soupir. Je ne sais pas. Une partie de moi ne veut plus jamais la revoir. Mais une autre en a envie. Pour tourner la page, ai-je suggéré. Elle a hoché la tête. Quelque chose comme ça. On en a parlé pendant des semaines, entre nous, avec nos thérapeutes. Finalement, on a décidé de la rencontrer. Juste elle, pas notre père, dans un lieu public. Avec Carlos présent pour nous soutenir. On a choisi un café près du cabinet de notre psy, au cas où on aurait besoin d'une séance après. Le jour du rendez-vous, j'étais si nerveuse que j'arrivais à peine à fonctionner. Carlos a conduit. Mes mains tremblaient à trop. Elena était silencieuse à côté de moi, le teint pâle mais le regard déterminé. Notre mère était déjà là quand on est arrivé, assise à une table dans un coin, les mains enroulées autour d'une tasse. Elle paraissait plus âgée. Ses cheveux grisonnaient et n'étaient en plus teints. Quand elle nous a vus, elle s'est levée, mais n'a pas bougé, respectant les limites qu'on avait fixées par email. « Merci d'être venue », dit-elle, alors qu'on s'asseyait en face d'elle. Carlos s'est installé au bout de la table, présence discrète mais rassurante. Au début, la conversation fut maladroite. Les banalités semblaient absurdes compte tenu de notre histoire, mais plonger directement dans les sujets lourds aurait été brutal. Finalement, notre mère a pris une grande inspiration et a abordé l'évidence. « Je veux que vous sachiez que je comprends maintenant à quel point j'ai eu tort », dit-elle. « La thérapie, en prison, et après, ça m'a ouvert les yeux. Sur ce que je vous ai fait, sur ce que votre père et moi vous avons fait. Il n'y a pas d'excuse. » Elena fixait son café. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. « Pourquoi tu détestais tant notre apparence ?» Les yeux de notre mère se sont remplis de larmes. Je ne vous détestais pas. Je me détestais, moi. Ma grand-mère m'a fait la même chose. Et j'ai vraiment cru que je vous protégeais de la douleur que j'avais vécue. Mais à la place, je vous l'ai transmise. On a parlé pendant presque 2 heures. Ce n'était ni magique, ni parfait. Il y eut des silences gênants, des moments d'émotion si intenses qu'on devait faire des pauses. Mais c'était honnête, ce que notre famille n'avait jamais été auparavant. Avant de partir, notre mère a demandé si on accepterait de la revoir un jour. Sans pression, ajouta-t-elle rapidement. Et je comprendrai si vous ne voulez pas voir votre père. Il travaille encore sur lui. Elena et moi avons échangé un regard. Peut-être, ai-je répondu. On va y réfléchir. En repartant vers la voiture, Carlos nous a demandé comment on se sentait. Bizarre, répondit Elena. Contente de l'avoir fait, mais j'ai aussi juste envie de rentrer et pleurer pendant des heures. Pareil, ai-je dit. Je ne sais pas si je pourrai un jour lui pardonner. Mais je crois que je commence à la comprendre. On a revu notre mère quelques mois plus tard, puis encore après. Lentement, prudemment, on a reconstruit une relation. Pas le lien mère-fille idéal qu'on aurait pu espérer, mais quelque chose d'honnête, de respectueux. Elle ne nous a jamais demandé de revoir notre père, et nous n'avons jamais proposé. La vie a suivi son cours. Carlos et moi avons eu notre premier enfant, une petite fille qu'on a appelée Rosa, en hommage à ma tante, la première personne de la famille à nous avoir cru. Elena est devenue la tante la plus dévouée du monde, gâtant sa nièce avec des jouets faits main et de petites peintures pour sa chambre. La première fois que notre mère a rencontré Rosa fut une étape importante dans notre parcours de guérison. Je l'ai observée attentivement pendant qu'elle tenait ma fille, guettant le moindre signe de jugement ou de toxicité. Mais elle a simplement souri, lui chuchotant qu'elle était parfaite, exactement comme elle était. Elle l'est, ai-je dit en reprenant ma fille, et elle le sera toujours, peu importe son apparence. Ma mère a hoché la tête, comprenant très bien le sous-texte de mes mots. Oui, dit-elle doucement, elle le sera. 7 ans après ce terrible Thanksgiving, Elena et Ralph se sont mariés lors d'une cérémonie en bord de mer. Elle portait une robe sans manches qui laissait voir sa peau naturelle, ses cheveux lâchés en boucles douces dans son dos. Elle avait l'air saine, forte, heureuse, à des années-lumière de la jeune fille amaigrie et privée de sommeil qu'elle était quand on s'est enfui. Pendant la réception, je me suis éclipsée avec elle un moment. « Tu aurais cru qu'on arriverait ici ?» ai-je demandé, en regardant autour de nous la vie qu'on avait construite.
La famille qu'on avait choisie. Elle a souri, un vrai sourire, celui qui monte jusqu'aux yeux. Jamais. Je croyais que je passerais ma vie à essayer de disparaître. Et maintenant, j'essaie d'occuper de la place. La bonne place. Je l'ai serrée dans mes bras, en prenant soin de ne pas abîmer sa coiffure de mariée. Et tu fais ça sacrément bien. En rejoignant les autres, j'ai aperçu Carlos qui dansait avec notre fille. Maintenant une petite fille, debout sur ses pieds, tournoyant lentement sur la piste. Mon cœur débordait d'émotion. Notre voyage n'était pas terminé. On portait encore des cicatrices, visibles et invisibles. Il y avait encore des jours où le passé nous rattrapait, où les souvenirs nous prenaient par surprise. Mais on avait construit quelque chose que nos parents ne nous avaient jamais donné, de l'amour inconditionnel, l'acceptation de soi et des autres, la liberté d'être pleinement ce que nous étions. Et ça, plus que tout, c'était notre victoire.